Bien, écoutez, je vous propose de commencer cette séance de présentation du bachelor en relations internationales de l'Université de Genève. Merci de votre intérêt pour cette formation que j'ai le plaisir de vous présenter avec mes collègues, mesdames Caroline Epli et Monica Gonzalez, qui sont nos conseillères académiques, et pour le corps enseignant, mes collègues, les professeurs Julia Xoudis, Federica Sbergami, Didier Vernely, Mathias Schulz et Simon Hugues. Alors tout d'abord, de quoi s'agit-il? Le bachelor en relations internationales est un programme au sein de l'Institut d'études globales, ou son acronyme anglais qui est plus souvent utilisé, le Global Studies Institute. C'est un centre interfacultaire qui est rattaché au rectorat, c'est donc pas une faculté, qui regroupe plus de 1500 étudiants, 80 professeurs et 100 enseignants et chercheurs et chercheuses rattachés à différentes facultés. Le GSI est une fusée à plusieurs étages avec 3 programmes, un baccalauréat universitaire en relations internationales, ce qui vous intéresse aujourd'hui, le BARI, un ensemble de masters en études européennes, Europe médiane, Moyen-Orient, études africaines et en santé globale, ainsi qu'un doctorat interdisciplinaire en études globales. À la présentation très succincte de notre articulation en 3 niveaux, vous le comprenez, l'approche que nous développons au sein de l'Institut d'études globales, c'est une approche régionale des questions internationales, avec des focus au niveau géopolitique d'aires géographiques, Afrique, Asie, Europe, Amérique, et puis surtout un dialogue entre disciplines que mes collègues vous présenteront dans la partie liée aux orientations de ce programme. Et tout d'abord, allons à l'essentiel, à savoir l'objectif de ce bachelor. Il serait pour moi difficile de ne pas évoquer la situation que connaît actuellement l'Ukraine et la guerre qui se déroule à nos portes, aux portes de l'Europe, entre la Russie et l'Ukraine, pour au fond illustrer, j'ai envie de dire de façon tragique et malheureuse, un des objectifs de ce bachelor en relations internationales, qui est d'appréhender la complexité des enjeux. En effet, sur la seule question ukrainienne, il y a évidemment une dimension historique, car pour comprendre l'offensive russe, il faut remonter dans un court temps, d'une part, à ce qu'était l'Europe au début des années 90, au moment de l'éclatement de l'URSS, mais aussi bien avant, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc dimension historique, dimension aussi en matière de droit international, puisque la Russie, effectivement, viole les engagements en matière de droit international, puisqu'elle agresse un État qui est membre de l'ONU, qui est l'Ukraine, mais aussi de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. Il y a d'ailleurs même une plainte auprès de la Cour pénale internationale qui a été déposée par l'Ukraine contre la Russie. Donc on voit ici aussi une dimension internationale, évidemment une notion géopolitique, puisque j'évoquais ce conflit comme étant un peu aux portes de l'Europe, mais qui va aussi avoir un impact sur l'Asie et sur nos rapports avec la Russie, bien entendu. Il y a une dimension liée aux enjeux humanitaires et migratoires, puisque ce conflit va mettre sur les routes plusieurs millions de personnes auxquelles l'Europe, en grande partie, va devoir faire face. Il y a aussi un enjeu économique suite aux conséquences des sanctions prises, et pour la première fois aussi par la Suisse, qui, dans sa politique de neutralité, s'aligne sur les sanctions européennes. Vous le voyez, on est face à un enjeu d'une très grande complexité. Un des objectifs, justement, de ce bachelor en relations internationales, c'est d'appréhender cette complexité sous différents angles, celui de la globalisation, sous l'angle de la politique étrangère des États, mais aussi sous l'angle de l'émergence des nouveaux acteurs de la scène internationale et globale, puisque dans le cadre de ce conflit qui ressemble à aucun autre, il y a effectivement des spécificités, notamment dans l'utilisation, par exemple, de la dissuasion nucléaire faite par la Russie, qui tranche avec ce qu'on a connu en matière de guerre froide. Alors cette complexité, elle ne doit pas vous effrayer, au contraire, parce qu'elle a été pensée pour pouvoir y faire face avec, et c'est une des spécificités du bachelor en relations internationales du GSI à l'Université de Genève, c'est de promouvoir
une formation interfacultaire et interdisciplinaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez avoir une offre de cours dispensée par nos partenaires des facultés de droit, d'histoire, de sciences de la société, de la JSEM ou des lettres, par exemple, pour aborder un problème sous l'angle du droit, de la géographie, de la science politique, de l'histoire, de la sociologie ou de l'économie. Cette approche, je le dis sans fanfaronnerie, est une approche assez unique au niveau suisse et européen, qui explique peut-être aussi le succès de ce programme par le nombre d'étudiants qui le choisissent. Alors, pour faire face à cette approche des enjeux interfacultaires, où les disciplines se croisent et dialoguent entre elles, nous avons conçu ce bachelor en relations internationales en 2 parties. Alors, je vous rassure, hein, ce tableau qui peut être un peu effrayant au premier abord, en réalité traduit d'un point de vue organisationnel cette réflexion qu'il y a derrière ce bachelor en relations internationales, avec une première partie composée de 60 crédits qui constitue, je dirais, les cours de base de ce que sont les relations internationales aujourd'hui dans le domaine de la science politique, de l'histoire, de l'économie, et du droit, mais aussi en matière de méthodologie, hein, comment s'approprier les outils dans chacune de ces disciplines pour aborder les grands enjeux de la géopolitique mondiale. Et puis, dans une deuxième partie, qui est composée de 120 crédits, vous avez la possibilité de donner une coloration à votre bachelor en relations internationales en choisissant un ensemble de cours en matière de politique internationale, d'économie internationale, de droit, d'histoire internationale, mais aussi en termes d'études globales. Cette spécialisation, d'une certaine façon, qui vous est offerte, cette orientation, permet effectivement de distinguer le bachelor de l'un par rapport au bachelor de l'autre et de donner aussi libre cours à vos intérêts, de pouvoir choisir à l'intérieur de cela. Dans cette deuxième partie, vous avez aussi la possibilité de pouvoir choisir de partir à l'étranger, puisqu'effectivement, il y a un séjour de mobilité dans le cadre de ce semestre qui vous permet, dans le cadre d'un nombre très important de partenariats que nous avons sur le plan mondial, de faire un semestre à l'étranger avec une de ces universités. Vous en avez quelques-unes ici à l'écran. C'est donc une façon de pouvoir connecter vos savoirs, les connaissances qui vous sont dispensées à Genève, mais aussi avec nos partenaires, pour vous donner cette vision globale des relations internationales. Les débouchés, j'y viens rapidement, vous aurez probablement l'occasion d'y revenir par vos questions. C'est une formation généraliste qui vous permet d'accéder à un nombre très important de fonctions. Bien évidemment, et c'est probablement un de vos premiers centres d'intérêt, ce sont les organisations internationales, la diplomatie, les ONG ou les institutions financières, puisque Genève est la capitale notamment de cette diplomatie humanitaire avec cet écosystème tout à fait unique sur le plan mondial, avec son nombre important d'ONG et d'organisations internationales, mais aussi d'acteurs dans le domaine financier et humanitaire. Et puis, l'ensemble de l'arc lémanique, bien sûr, offre, que ce soit au niveau public ou privé, un certain nombre d'entreprises qui sont particulièrement friands de cette capacité à pouvoir jongler d'une discipline à l'autre dans l'analyse des problèmes auxquels vous allez être confrontés. C'est donc au travers de ces 5 orientations que vous avez la possibilité de pouvoir donner une coloration et surtout de pouvoir peut-être axer davantage sur un débouché en particulier. Pour pouvoir illustrer encore davantage cela, je vais donc maintenant laisser la parole à mes collègues qui vont chacun à leur tour présenter les spécificités de l'orientation qu'ils illustrent et qu'ils représentent. Et je donne tout de suite la parole à ma collègue Julia Xoudis. Merci beaucoup, monsieur le directeur.
Et merci aussi de laisser la structure générale du baril, ça me permettra de revenir. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui s'intéressent aux questions juridiques, l'orientation droit peut être une option. Elle permet justement d'appréhender cette complexité que vous a présentée M. Esposito avec la question de l'Ukraine sous l'angle des problèmes juridiques. Et peut-être pour vous donner quelques questions juridiques qui peuvent se poser dans le contexte de l'Ukraine, la situation en Ukraine, une première question qu'on pourrait se poser, c'est quels sont les droits des populations civiles dans une zone de conflit, comment est-ce qu'on protège ces populations? Deuxième question, quels sont les droits de réfugiés qui arriveraient en Suisse? Je prends volontairement cette question pour y revenir. À quelles conditions un État peut-il devenir membre de l'Union européenne? On a vu que l'Ukraine a demandé à devenir rapidement membre de l'Union européenne. Donc, vous voyez ici 3 questions juridiques qui peuvent se poser dans ce contexte-là. Il y en a une foule d'autres. J'ai juste fait un choix pour illustrer mon propos. Alors, pour y répondre, le droit, en fait, est un système de règles très complexe. Il y a en fait des règles à beaucoup de niveaux. Il y a des conventions internationales, donc des contrats entre les États qui imposent des obligations, qui confèrent des droits aux États. Il y a des règles internes aux États, la Constitution, les lois, par exemple. Et donc, ce système de règles, eh bien, il permet de répondre aux questions juridiques. Hein. C'est en s'orientant à l'intérieur de ce système qu'on va trouver les réponses aux questions juridiques que l'on se pose. Et si je reprends mes 3 questions, la première, s'agissant de la protection des populations civiles, il y a des conventions internationales sur le droit humanitaire hein, qui vont s'appliquer à cette question. S'agissant des droits des réfugiés en Suisse, il y a des règles sur le plan du droit interne en Suisse qui régissent ces questions. Il y a aussi des règles internationales qui lient la Suisse en la matière. Et puis, pour prendre la dernière question, comment est-ce qu'un État peut devenir membre de l'Union européenne? Eh bien, là aussi, il y a des règles sur le plan européen pour répondre à la question. Donc, vous voyez, c'est en fait un domaine complexe qu'il faut étudier. Et donc, l'orientation droit vous permet d'étudier en fait cet ensemble de règles et en même temps d'acquérir les outils pour manier toutes ces sources complexes, donc les outils du juriste, hein, comment est-ce qu'on interprète une règle, comment est-ce qu'on l'applique à un cas particulier. Donc, si on reprend ici la structure générale du baril et l'orientation droit qui se trouve être celle du milieu, dans la première partie, outre l'introduction aux grandes matières du baril, vous allez avoir une partie méthodologique qui va vous donner justement ces outils de méthode. Et ensuite, dans la deuxième partie, l'orientation droit va se focaliser sur un certain nombre de domaines fondamentaux en droit interne et sur le droit international, qui est évidemment l'orientation, on va dire, principale de ce baril compte tenu hein, de sa dimension en relations internationales. Donc, voilà pour ce que vous allez faire dans le cadre du baril. Au niveau des cours, sans entrer dans les détails, évidemment, il y a l'orientation internationale, il y a aussi l'orientation européenne et certains domaines du droit interne, notamment, si je reprends mon exemple du droit d'asile, le droit administratif qui est une matière du droit interne, mais aussi, sur le plan des principes, le droit constitutionnel pour les fondements de l'État, qui sont aussi c'est aussi un domaine important à maîtriser pour avoir une vue d'ensemble. Voilà pour cette coloration droit.
Monsieur Esposito l'a dit, c'est une formation de généraliste. Alors, évidemment, on se pose la question de la suite. Vous pouvez avoir cette coloration juridique et poursuivre avec les débouchés professionnels qui ont été mentionnés tout à l'heure. Vous pourrez aussi avoir envie peut-être d'approfondir le droit et d'acquérir une véritable formation de juriste. Hein. Ce n'est pas le cas du Barry puisque c'est une coloration. Vous en sortez un généraliste avec les autres orientations qui ont un poids important dans la formation. Mais si vous voulez devenir juriste, vous avez l'option à Genève, dans la suite du Barry, d'accéder en fait aux formations de la faculté de droit, moyennant un programme de mise à niveau qui est mentionné ici. Donc, c'est le programme complémentaire de la faculté de droit, qui est un programme sur une année environ. Et si vous réussissez cette passerelle, comme on l'appelle, vous avez accès à toutes les maîtrises de la faculté de droit de l'Université de Genève. Donc, vous pouvez en fait aussi donner une orientation peut-être moins internationale à votre formation si vous le souhaitez. Il y a aussi une maîtrise en droit international et européen, ce qui vous permet d'avoir une formation complète. Il y a un deuxième moyen de parvenir aux maîtrises, qui est un bachelor accéléré, qui vous donne en fait 2 bachelors, qui est un peu plus long que le programme de mise à niveau qui est ici représenté. Donc voilà pour disons, les possibilités qui s'offrent à vous à l'Université de Genève. Il est aussi possible de poursuivre ces études de droit dans d'autres universités en Suisse. Chacune a ses conditions pour vous donner accès à ces maîtrises. Généralement, il y a un certain nombre de cours qui doivent être suivis au préalable pour compléter votre formation. L'idée étant, et je reviens à ce que je disais au début, que le droit est au fond un système, et donc que si on veut être juriste, on doit maîtriser l'ensemble du système, et donc le Barry vous donne déjà un bon bagage, mais vous n'aurez pas fait le tour, on va dire, du système juridique, d'où en fait ces compléments de formation pour pouvoir arriver à une formation complète en droit, si c'est ce qui vous intéresse, mais rien ne vous empêche de poursuivre sur d'autres débouchés professionnels. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup au professeur Julia Soudis pour cette présentation très complète et très succincte. C'est l'exercice. Je m'en excuse, les questions seront peut-être là pour clarifier certains points. Je donne tout de suite la parole au professeur Federica Sbergami pour la présentation Économie internationale. Merci beaucoup Frédéric. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, en ce qui concerne donc la mention en économie internationale, évidemment, comme le nom le dit, vous aurez la possibilité d'analyser les interactions entre les pays sous l'angle économique. Et dans la formation en économie, cette formation-là, je veux dire, est axée, disons, sur 3 domaines principaux. Les commerces internationaux, la macroéconomie ouverte et puis l'économie du développement. L'objectif principal de cette formation est surtout de vous donner les outils et les compétences analytiques, et je souligne ce mot-là analytique, pour comprendre comment les mécanismes économiques fonctionnent et puis quels sont les impacts économiques des décisions politiques, afin en particulier de vous permettre de développer votre propre sens critique et d'analyser donc des phénomènes de nature économique. Pour vous donner juste quelques exemples des thèmes qui sont couverts dans les cadres de cette formation, de cette spécialisation, vous aurez notamment l'occasion d'étudier la question de l'impact des mesures protectionnistes. Et ça, c'est un thème de très grande actualité, évidemment, qui sont souvent adoptés par certains pays. La question de la détermination et du rôle du taux d'échange, l'efficacité des politiques économiques que le pays adopte pour influencer, disons, la situation économique du pays à l'interne, dans un contexte évidemment d'économie ouverte, donc en tenant compte des interactions avec les autres pays.
Vous pourrez aborder les questions environnementales, du développement durable, les effets des flux migratoires sur les marchés du travail, etc., etc. Donc, plein de thèmes et des questions qui sont liées vraiment à l'actualité de nos jours. Vous pourrez faire ceci, donc vous pourrez aborder ces thèmes à partir vraiment de la première année ou encore mieux du premier semestre parce que il est prévu donc dans la première année, l'année de propodétique, l'année de formation, un cours d'introduction au grand thème donc de l'économie internationale qui est justement censé vous donner un peu un aperçu des principales questions qui seront ensuite approfondies dans les restes du programme et puis dans la spécialisation en particulier, dans la mention en économie internationale. Maintenant, pour vous permettre de mener ce type d'analyse, ce genre d'analyse, et surtout d'être rigoureux dans votre approche, il vous faudra bien évidemment acquérir des instruments techniques. Je reviens donc sur ce contenu analytique, cette nature technique et quantitative de cette formation. En fait, ça vient du fait que l'économie, c'est vrai, c'est une science sociale, mais avec une très forte composante quantitative et analytique. En fait, l'approche scientifique de l'économie consiste justement à formuler des modèles théoriques et à vérifier ensuite la pertinence, disons, de ces modèles et des hypothèses qu'on a formulées en revenant donc à l'analyse empirique et puis au monde réel. La formalisation théorique et l'analyse empirique sont deux étapes incontournables de toute approche scientifique. Donc, on ne peut pas, disons, éviter ces types de formation et ces types d'approches. Pour vous préparer à cela, donc, il vous faudra accompagner, disons, les cours qui ont un contenu plus typiquement d'économie internationale avec des cours des macroéconomies et des microéconomies de base, et puis avec des cours aussi de mathématiques, de statistiques, de probabilité et d'économétrie, qui sont donc des cours avec un très fort contenu quantitatif. Le cursus en économie internationale est un cursus très exigeant qui demande à maîtriser beaucoup d'outils techniques et mathématiques. Cela dit, donc, disons, ça ne doit pas vous effrayer. Vous serez accompagné dans cette démarche, dans ce parcours. Mais il faut quand même, je pense, être conscient du fait que les contenus quantitatifs dans ces spécialisations en particulier est assez conséquent. Après, ces outils qu'on vous propose, qu'on vous offre, sont évidemment fonctionnels à la formation. Donc, nous, on ne forme pas des mathématiciens, on ne forme pas des statisticiens, on forme des économistes qui ont des compétences techniques très solides, disons. L'autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est le fait qu'une grande partie des cours de la mention en économie internationale est donnée en anglais. Je dirais qu'environ on a 2/3 des cours qui sont en anglais, ce qui donne évidemment encore plus de valeur au diplôme de cette mention. Ensuite, pour ce qui concerne les débouchés donc professionnels après ou académiques après donc la formation, on en a parlé déjà de manière générale, disons. Donc M. Esposito l'a touché, donc il a déjà présenté plus ou moins les débouchés les plus intéressantes, les plus importantes. En ce qui concerne en particulier la formation en économie internationale, si vous voulez poursuivre vos études, on a une admission consécutive au master en sciences économiques et puis au master en économie politique du capitalisme et puis une admission directe au master en socio-économie de l'Université de Genève. Ou alors, si vous voulez poursuivre vos études dans une autre université ou à l'étranger, évidemment, vous pourrez éventuellement déposer vos candidatures pour des programmes de master ailleurs.
Pour les débouchés professionnels, il y en a plusieurs. En fait, ce programme des bachelors avec spécialisation en économie vous offre vraiment des débouchés multiples, disons, et très, très variés. Donc, à l'issue de cette formation, les diplômés souvent s'orientent surtout sur des secteurs professionnels liés donc aux organisations internationales, ce qui représente d'un côté, si vous voulez, l'issue, disons, la plus naturelle, entre guillemets. Après, il y en a plusieurs d'autres, donc des cabinets de conseil, la presse, les ONG, les banques centrales, les services publics, l'enseignement ou alors l'administration publique, donc vraiment plusieurs débouchés professionnels possibles. Merci. Merci beaucoup, Federica, pour cette présentation très complète pour l'orientation économie internationale, ou deux fois je dis international economy, compte tenu du nombre de cours qui sont plutôt dispensés en anglais. Et je passe tout de suite la parole à mon collègue, professeur Didier Vernely, pour la troisième orientation, dite études globales. Merci Frédéric. Donc, l'orientation en études globales a été créée en 2017. Il s'agit d'une orientation un peu différente des autres orientations en relations internationales. Elle part d'un constat. Le monde est confronté à des défis globaux complexes, que ce soit les problèmes environnementaux, les conflits et tensions régionales, les enjeux commerciaux entre les pays ou encore les maladies émergentes. Et dans ce contexte, la capacité de s'appuyer sur plusieurs disciplines est nécessaire pour appréhender la complexité de ces phénomènes et aider à construire des sociétés à la fois résilientes et durables. Alors que dans le BARI, vous recevez des enseignements dans plusieurs disciplines. Le but de l'orientation en études globales du BARI n'est pas seulement de juxtaposer les perspectives des différentes disciplines, mais d'apprendre à les combiner. Et c'est cela qu'on appelle l'interdisciplinarité. Je vais y revenir à la fin de la présentation. Auparavant, je souhaite vous donner quelques informations sur l'organisation de l'orientation en études globales. Donc, pour la première partie de votre BARI, la première année, c'est 60 crédits ECTS. Vous suivez tronc commun de première année dans les différentes disciplines principales du BARI, le droit, l'économie, l'histoire, la science politique. Et puis, durant le semestre de printemps, vous choisissez un module de méthodologie dans l'une de ces 4 disciplines. Cela vous permettra de vous familiariser avec les méthodes que cette discipline utilise pour produire des connaissances. Et ensuite, dans la deuxième partie du BARI, qui va à 120 crédits, l'orientation en études globales comprend 90 crédits de module qui est obligatoire et 30 crédits de module de cours option. Et il y a 3 composants principaux dans ce module obligatoire. La première chose, c'est qu'on va s'exposer à une autre discipline du BARI, c'est-à-dire vous complétez un module méthodologique par des séminaires issus des autres disciplines du BARI. Et cela vous aidera par la suite à croiser les perspectives des disciplines. Donc, si vous avez choisi, par exemple, du droit au début, vous allez, en deuxième année, explorer les méthodes de l'économie ou de la science politique ou de l'histoire selon votre intérêt. Mais dans tous les cas, quand vous faites l'orientation d'études globales, vous aurez des enseignements méthodologiques dans au moins 2 disciplines différentes. Et quel que soit le complément méthodologique que vous prenez, vous aurez aussi un cours qui vous amènera à synthétiser, à apprendre à comment on peut combiner ou non les connaissances de différentes disciplines. Et cela vous aidera également à développer votre projet de recherche. J'y reviens tout de suite. En plus de compléments méthodologiques, vous avez également des 66 crédits obligatoires qui comprennent des enseignements dans chacune des 4 disciplines de base. Et ces cours et séminaires qui ont lieu pendant la 2e et 3e année vous permettront d'être exposés aux grands concepts et théories des différentes disciplines que constituent les relations internationales. Finalement, en 3e année, vous menez un projet de recherche, c'est-à-dire que c'est vous qui explorez une problématique de relations internationales et vous allez vous appuyer dans l'orientation globale sur au moins 2 disciplines du BARI et chercher à mettre en relation ces 2 disciplines pour proposer une nouvelle compréhension du problème. Alors, au cours des dernières années, on a eu des sujets variés et intéressants comme les enjeux économiques et géopolitiques de l'Internet des objets ou encore l'effet des GAFA sur la souveraineté démocratique. Et donc, voilà. Et ensuite, sur les débouchés, alors l'orientation d'études globales vous prépare et vous positionne, je dirais, idéalement tous les masters qui se situent à cheval entre plusieurs disciplines. Dans les études globales, vous avez également des différents masters régionaux, comme les études africaines, les études européennes, mais également dans des sujets connexes aux relations internationales.
Il y a notamment, par exemple, le master en santé globale dans lequel j'enseigne, ou encore des formations dans le domaine du développement ou de la sécurité à Genève ou ailleurs. Donc, pour terminer, j'insiste sur le fait que cette orientation en études globales est différente des autres orientations dans le sens qu'elle cherche à former ce qu'on peut appeler des connecticiens. Ce ne sont pas des généralistes, mais des spécialistes dans les capacités de comprendre et articuler différents éléments du savoir dans une perspective de système. Et la valeur de l'interdisciplinarité, elle est démontrée par le fait que les professionnels qui sont capables de travailler à l'interface de différents domaines, ces professionnels-là font partie de ceux qui sont le plus valorisés dans notre société d'information hyper connectée. Et comme exemple de ces interfaces, on peut mentionner droits de l'homme et commerce, gouvernance de la santé et de l'environnement, ou encore sciences et diplomatie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à Didier pour cette présentation et puis pour mettre effectivement l'accent sur cette spécialisation S-connectique qui est une des marques de fabrique de l'orientation globale et d'une manière générale de l'approche dans le domaine des relations internationales. Voilà, je passe la parole tout de suite à mon collègue, le professeur Matthias Schulz, pour la présentation de l'orientation Histoire internationale. Oui, merci beaucoup, Frédéric. Voilà, donc l'histoire internationale, c'est une des 4 disciplines dans lesquelles vous pouvez vous spécialiser dans le cursus du Barry. On demande les mêmes crédits dans chaque discipline, sauf en droit, où il y a quelques exigences complémentaires. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait étudier l'histoire dans l'étude des relations internationales? Pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que nous offrons? Alors, pour faire un peu le lien avec les autres disciplines, en droit, on analyse essentiellement les normes, ce qui doit être. En Sciences Po, on explique essentiellement le rôle du pouvoir, c'est un peu en contrepoint dans les relations internationales et en particulier en mobilisant des modèles ou des théorèmes. Alors qu'en histoire internationale, on essaie surtout d'interpréter et de faire cela donc, de façon plutôt empirique, c'est-à-dire on travaille beaucoup avec des documents publics, mais aussi des documents confidentiels et même secrets pour comprendre ce qui s'est passé, pour expliquer l'action politique des sociétés. Et notamment la décision politique ou économique dans un contexte historique concret qui se compose des facteurs variés qui pèsent sur les décideurs. Donc des facteurs des idées, des facteurs matériels ou des facteurs institutionnels qui pèsent sur les décideurs. En ce qui concerne sa méthode, donc l'histoire se base ni sur ce qui doit être, ni sur des modèles explicatifs, bien qu'elle mobilise parfois des questions à la base des théorèmes, mais elle se base essentiellement sur l'analyse et l'interprétation des documents de nature variée. Et qu'est-ce qu'on analyse? Alors, on analyse par exemple les motifs de l'attitude suisse par rapport à la construction européenne. Ou on peut analyser de façon historique les dilemmes de l'action humanitaire dans un conflit armé concret. Ou on peut expliquer pourquoi l'ONU n'a pas agi lors du génocide de Rwanda pendant 3 mois. Ou on peut expliquer en général les visites derrière une politique extérieure, par exemple derrière la guerre à laquelle on fait face actuellement, ou au contraire une politique qui, de façon durable, favorise le multilatéralisme. C'est ce qui se voit aussi en relations internationales. L'histoire privilégie en général une perspective de moyen ou de long terme, donc elle n'est pas complètement focalisée sur l'actualité, mais elle vise à intégrer le passé pour au mieux comprendre, disons, où nous sommes aujourd'hui. Et elle fait ça à la base d'une problématique qu'elle cerne et qu'elle développe afin de voir ce qui change au fil du temps. Par exemple, pour comprendre la fin de la guerre froide, l'histoire vise à saisir les facteurs pertinents qui ont contribué à ce tournant, comme le processus de détente, la dégradation de la situation économique et sociale dans le bloc soviétique, et par exemple le changement de la perception de l'autre, ici de l'Occident, par les décideurs et les sociétés à l'Est. C'est juste un exemple d'une vaste thématique, évidemment,
historique, la fin de la guerre froide. Maintenant, on peut penser sur pourquoi la guerre froide revient actuellement. Il semble de toute manière revenir. Donc, oui, autre particularité, peut-être ce que l'historien ou l'historienne mobilise souvent des connaissances linguistiques et ou culturelles particulières pour comprendre et expliquer le comportement des nations en relations internationales. Et en général, l'histoire est une science d'orientation, un peu comme d'autres disciplines dans ce programme multidisciplinaire qui cherche à fournir des savoirs à la société qui lui permettent d'expliquer d'où nous sommes venus et de comprendre les problèmes de nos jours. Alors, le cursus, comment est-il composé? Très rapidement, il y a deux axes, histoire contemporaine générale, histoire plutôt économique internationale. Et lors du premier semestre, vous avez eu un cours sur l'histoire des relations internationales, dans un sens plus classique, le système des États. Deuxième partie porte sur les ONG, c'est déjà très innovateur. Donc, les acteurs non gouvernementaux en relations internationales. Et puis, il y a un cours de première année sur l'économie, sur l'histoire de l'économie. Puis, il y a, pour ceux qui se spécialisent, une introduction aux méthodes d'histoire internationale dans ce semestre actuel. La suite continue avec les deux axes, donc histoire contemporaine des politiques internationales d'une part et histoire économique internationale d'autre part. Et dans le premier axe, histoire contemporaine, il y a aussi les aires géographiques qui jouent un rôle très important. Donc, il y a un bloc sur l'Europe, un cours sur l'Europe, un cours sur les USA et le monde, un cours sur le Moyen-Orient, et en fait des séminaires sur le Moyen-Orient et des séminaires sur la construction européenne. Il y a aussi un cours séminaire sur le multilatéralisme, à savoir l'histoire de la SDN et de l'ONU. Et en parallèle, il y a des enseignements en histoire économique internationale sur les pays en voie de développement, les problèmes économiques particuliers de ces pays-là, sur le système économique et financier du monde développé, sur les institutions économiques et financières. Donc ça, c'est le gros bloc de la mention. À la suite, dans les modules libres, il y a aussi des offres comme l'histoire de l'environnement, l'histoire africaine, l'histoire de l'action humanitaire. Voilà, ce sont à peu près les offres. Les suites, si on pense au master, il y a deux masters consécutifs à l'UNI, l'histoire économique internationale d'une part, histoire transnationale en lettres d'autre part, ou à l'externe, évidemment, il y a aussi un master d'histoire internationale à l'HED, et il y a les masters d'autres universités, comme par exemple à LSI, là aussi il y a beaucoup de programmes d'histoire qui sont inscrits dans cette logique de compréhension de la politique et de l'économie internationale. Les débouchés professionnels sont un peu similaires à d'autres disciplines, mais je mettrai l'accent peut-être sur les capacités d'analyse générale, de rédaction et d'expression orale. Ça, ce sont les éléments qu'on apprend vraiment en étudiant l'histoire, à savoir s'exprimer oralement et en rédigeant. Bien sûr, ça peut aussi être le cas dans d'autres disciplines, notamment en droit, par exemple, mais disons, c'est un langage un peu plus spécifique. En histoire, c'est un langage plus généraliste, on peut dire. Et donc, on trouve des historiens ou historiennes par la suite dans le domaine du journalisme, des relations publiques, des entreprises ou des gouvernements, dans l'université, dans l'enseignement secondaire, dans les administrations nationales ou même cantonales, dans les organisations internationales également. On les trouve, là, j'ai un stagiaire qui a juste terminé, qui travaille maintenant au Parlement, dans un stage payé. Il y a les fondations politiques, les fondations culturelles ou les institutions culturelles d'autres types, où l'historienne ou historien trouve également des débouchés. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Mathias pour cette présentation très exhaustive et je passe tout de suite la parole au professeur Simon Hugues pour la présentation de l'orientation politique internationale. Merci, bonjour aussi de ma part, je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Donc j'ai le plaisir de présenter cette mention politique internationale. L'objectif de cette mention, c'est essentiellement de vous donner les outils pour analyser
la dimension politique des relations internationales. Cette mention s'appuie sur un nombre de cours. Vous commencez dans la première partie, donc le tronc commun, avec un cours qui porte le titre Introduction aux relations internationales. Par la suite, dans la deuxième partie, vous suivrez des cours qui portent sur la coopération internationale, les institutions européennes, la politique comparée, la politique suisse, aussi c'est la politique économique internationale et aussi des cours de méthode. Alors, j'ai mentionné ces titres pour vous illustrer un petit peu comment les politologues analysent en fait la dimension politique des relations internationales. Commençons vite avec le cours d'introduction aux relations internationales. Évidemment, on s'intéresse comment les relations entre des États, mais aussi d'autres acteurs, comment ils se structurent, pourquoi, sous certaines conditions, et je vais utiliser aussi l'exemple que Frédéric Esposito a déjà utilisé, pourquoi les tensions qui existaient depuis longtemps entre l'Ukraine et la Russie ont éclaté dans un conflit violent, pourquoi ces tensions n'ont pas pu être résolues d'une manière paisible. C'est une question qu'on essaye de traiter dans des cours d'introduction aux relations internationales, mais on s'intéresse aussi à la question comment des conflits qui ont eu lieu, comment ils peuvent être résolus. Si on passe en fait au cours justement de deuxième partie, j'avais mentionné la coopération internationale. Pour beaucoup de problèmes que nos sociétés affrontent, il y a des solutions au niveau international qui peuvent être trouvées. Pensez par exemple aux problèmes de changement climatique. Et donc, là, dans ce cours-là, on essaie de comprendre comment la coopération internationale peut se faire et quelles institutions et organisations sont créées pour justement résoudre les problèmes qu'on rencontre dans nos sociétés actuelles. Évidemment, les institutions européennes, donc les institutions de l'Union européenne sont aussi importantes dans ce contexte-là. Il y a aussi de nouveau dans la crise actuelle qu'on connaît entre l'Ukraine et la Russie, il y a l'Union européenne qui joue aussi un rôle important. Vous avez, c'est-à-dire il y a ma collègue, le juriste qui a déjà mentionné l'enjeu de l'admission de l'Ukraine à l'Union européenne. Et c'est justement une compréhension sous l'angle politique, comme cours qui porte sur les institutions européennes, qui essaye de vous introduire à cette dimension-là. Ensuite, j'avais mentionné la politique comparée à la politique suisse. Je vais traiter ces deux cours un petit peu ensemble pour comprendre comment des États se comportent sur la scène internationale. Il faut aussi comprendre comment le système politique ou les systèmes politiques fonctionnent au niveau domestique. Donc, je vais prendre à nouveau un exemple lié à la crise en Ukraine. Comme vous avez pu entendre, certains États, par exemple des États membres de l'Union européenne, étaient beaucoup plus rapides à promettre en fait des armes pour soutenir l'Ukraine, tandis que d'autres étaient beaucoup plus réticentes aussi par rapport aux sanctions économiques pour les soutenir. Ceci est lié d'un côté aux relations économiques que ces pays ont avec la Russie, mais aussi lié au système politique domestique, comment les décisions sont prises. Et évidemment, la Suisse qui a adopté les sanctions que l'Union européenne avait déjà proposées, illustre aussi très très bien, la Suisse a hésité, et ceci de nouveau est lié aussi au fonctionnement du système politique suisse. J'ai mentionné aussi un cours de politique économique internationale, et de nouveau, j'utilise la crise qu'on connaît pour illustration. Vous avez entendu parler des sanctions qui ont été imposées contre la Russie. Dans les médias, on a entendu des discussions sur l'efficacité de ces sanctions. Et un élément qui était aussi avancé de ce débat-là, c'est que la Russie a déjà subi des sanctions économiques suite à l'annexion de la Crimée. Et suite à ceci, la Russie a aussi adopté certaines stratégies, comment rendre son économie moins exposée à des changements dans les relations commerciales. Et ces cours de politique économique internationale visent justement à comprendre comment des
États changent de politique économique internationale pour, par exemple, s'isoler et rendre moins exposés au risque de sanctions. Je vais très rapidement aussi poursuivre avec cet exemple des sanctions pour vous expliquer pourquoi les méthodes sont également très, très importantes. Vous avez certainement entendu des experts dans les médias ou lu des articles discuter si des sanctions économiques contre la Russie peuvent faire changer de comportement au président Poutine. Et certains experts disent « Ah bon, là, il n'y a jamais eu des sanctions qui ont fonctionné » et d'autres disent « Non, non, parfois, il y a quand même eu un changement de comportement du pays qui a été ciblé. » Pour vraiment bien comprendre si des sanctions économiques ont du succès, il faut avoir des outils méthodologiques appropriés pour vraiment bien identifier l'effet de ces sanctions sur des pays. Et de juste voir les sanctions qui ont été adoptées, il y a jamais eu un dictateur qui a été chassé du pouvoir, c'est probablement pas la façon idéale pour démontrer en fait l'efficacité de ces sanctions. Donc, ceci un peu les questions auxquelles un politologue essaie de trouver des réponses en tenant compte de la dimension politique des relations internationales. Je vais encore très rapidement mentionner, parce que mon temps est presque révolu, si vous suivez cette mention politique internationale, vous avez un accès direct à la maîtrise en sciences politiques de l'Université de Genève, aussi à plusieurs autres maîtrises en sciences politiques en Suisse. Vous avez aussi la possibilité de candidater à des masters dans ce domaine qui ne sont pas consécutifs, où les décisions sont prises par décision sur dossier. Et finalement, j'aimerais bien aussi vite mentionner les débouchés plus particuliers en dehors de l'académie. Il y a beaucoup de nos étudiants qui trouvent des places dans l'administration publique, par exemple dans le département des affaires étrangères à Berne, pour prendre cet exemple, aussi dans des organisations internationales, dans le domaine des médias, du journalisme et ainsi de suite, mais aussi dans le secteur privé, comme par exemple l'économie. Merci beaucoup, Simon, pour cette présentation pour l'orientation politique internationale.